oui, c'est le club. Bonjour à toutes et à tous. 128e numéro. Et oui, ça passe vite avec ce club qui est un club house aujourd'hui en quelque sorte, puisqu'on va parler de squash autour de ce plateau avec du gratin autour de moi, notamment les deux numéros 1 français de la discipline. J'ai le plaisir d'avoir à ma droite Mélissa Alves, 18e joueuse mondiale. Bonjour Mélissa. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Plaisir de vous retrouver. Vous avez vu, on a pimpé les plateaux et le décor pour vous recevoir. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci aussi à Victor Croin, numéro 12 mondial, numéro 1 français, d'être en notre compagnie, double champion d'Europe, je crois. Hein, on est OK. Merci Victor de nous rejoindre aujourd'hui sur ce plateau. Et puis vous êtes bien encadré par le directeur technique national de la fédération depuis un petit peu plus de 4 ans maintenant, il me semble. Eric Silvestri, bonjour Eric. Bonjour. Merci d'être venu dans le Nord pour assister à ce numéro du club. Plein de choses à évoquer. Évidemment, l'essor de cette discipline qui va connaître une visibilité hors pair dans quelques années maintenant avec sa première participation au JO. Ce sera à Los Angeles en 2028. Et puis cet accord, cocardier avec Sport en France pour une diffusion dans l'Hexagone, des commentaires français, des magazines, tout ça. On va évoquer en tout cas ce qui fait votre actualité et les forces de cette discipline qui va conquérir vos cœurs, je suis sûr, derrière votre écran avec cette émission. C'est parti, on y va pour parler de ce jeu d'échecs qui se dispute à 1000 à l'heure. On lance la première partie, fait débat. Intéressons-nous d'abord à vous, amis champions qui êtes présents autour de ce plateau. Mélissa, Victor, avant d'être champion, vous avez été des enfants et vous avez découvert cette discipline. Victor, je vous sollicite sans plus tarder avec une petite photo que Sylvain en régie a retrouvée de vous très très jeune. Vous avez embrassé la discipline très tôt. Vous avez quel âge là avec ce petit brushing nonchalant là Là, je crois que c'était en 2013 au championnat du monde par équipe masculin à Mulhouse. Donc vous êtes ado quoi, vous avez 12-13 ans. Ouais, c'est ça, j'ai 12-13 ans et je nettoie les parquets entre les jeux et j'ai eu la chance de voir les meilleurs joueurs mondiaux se battre au championnat du monde et c'était vraiment un souvenir, je m'en souviens encore. Et vous vous en souvenez encore? Et est-ce que vous vous souvenez de comment vous viviez le squash? Parce qu'à entendre votre voix, on a quand même déjà l'impression d'un certain émerveillement là. Ouais, à cette époque, on avait quand même Grégory Gauthier et Camille Serme qui étaient presque au pic de leur forme, peut-être surtout pour Greg. Camille a encore monté au classement et a été meilleure un peu plus tard, mais ouais, j'étais encore un gamin qui a regardé Squash TV le soir très tard quand les tournois étaient à New York. Oui, il paraît que papa vous autorisé à regarder ces matchs-là avec Grégory Gauthier qui est quand même un rôle modèle pour vous, ancien champion du monde, ancien numéro 1 mondial. Bien sûr, on a regardé beaucoup de matchs ensemble. C'est mon papa, mais c'est aussi mon coach référent de toujours, donc on a une relation assez spéciale. Et puis, à cette époque, j'avais aussi la chance de jouer sur le circuit européen. Donc, à 12-13 ans, de voyager dans tous les pays européens, c'est quand même une chance. Et ça, je l'ai quand même compris très, très vite. Mélissa, vous avez une demi-génération de plus que Victor. Vous, votre première expérience avec le squash, elle se fait dans quel contexte? En Guyane? En Guyane, complètement par hasard à Kourou. Je devais faire du tennis, un peu, je pense, comme beaucoup de jeunes. Et puis finalement, vous êtes loupé là. Je suis complètement loupé. Il y a le club de squash qui a un entraîneur qui venait de Créteil d'ailleurs, qui est arrivé la même année où moi je décide de m'inscrire au tennis. Finalement, je me mets au squash. J'aime beaucoup mon entraîneur, j'aime le sport, j'aime mes coéquipiers. D'entraînement à l'époque, et puis je change jamais, je vais jamais au tennis, au final je reste dans le squash. Donc ça se concrétise, la passion plus sur votre rapport quotidien au squash qu'avec on va dire un guide, un modèle comme pour Victor qui a eu Grégory, c'est ça? Oui, moi à 5 ans c'était mon entraîneur que j'adorais, le sport était super fun, et puis voilà, c'était un moment où j'allais avec les copains de l'école, j'avais beaucoup de mes amis d'école qui étaient aussi dans le squash. C'est une petite ville, Kourou, donc il n'y a pas 50 000 clubs, il y a du squash, du tennis, du foot, et puis voilà, moi j'ai choisi le squash. J'avais tous mes amis là-bas, mon entraîneur, c'est comme ça que moi l'amour du sport est vraiment venu grâce à mon entraîneur beaucoup.
Alors, la découverte de la discipline, c'est pas Eric qui va me démentir, ne fait pas le champion ou la championne à venir. Vous partagez dans le processus de formation qui est le vôtre un point commun. Vous avez déjà dû en parler ensemble, mais c'est assez commun dans le squash, c'est d'avoir connu une expérience universitaire américaine. Qu'est-ce que ça apporte? Vous, c'était du côté de Philly, je crois, de Philadelphie. Mélissa, donc on va chercher à l'époque une bourse pour financer des études supérieures avec le squash. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce moment-là, aujourd'hui? Est-ce que c'était un passage obligé vers la professionnalisation? Je crois que ce n'était pas vraiment le cas pour vous. Non, pas du tout. Moi, j'avais décidé un peu d'utiliser un peu mon niveau en squash pour rentrer dans une grosse université et d'avoir un diplôme, de continuer mes études, voilà, ça me tenait à cœur, et puis de jouer en même temps pour l'université. Ce n'était pas exactement dans le but de devenir professionnel après, à la base. Et après, au final, le niveau universitaire qui est quand même très compétitif. Et puis, il y a une bonne ambiance et on s'amuse vraiment, moi, je trouve, dans ces universités, ces compétitions, m'a donné au final envie de me lancer sur le circuit professionnel. Moi, c'est au moment que j'ai eu le déclic. C'est là-bas que j'ai eu le déclic pour finalement faire une carrière. Mais je n'étais pas rentrée en université pour ensuite devenir professionnelle. Victor, le processus, il vous parle, celui de Mélissa, ou vous, dans cette logique un petit peu de savoir ce que vous vouliez, et avec un papa aussi dans le game, vous partez aux États-Unis, à Harvard, qui est quand même déjà réputé, quand on donne le nom, ça évoque beaucoup de grandeur. Vous partez avec cette volonté et cette aspiration d'aller voir le très haut niveau. Ouais, alors c'était un peu différent. Moi, quand je suis parti à l'université aux États-Unis, c'était après avoir essayé toutes mes chances pour essayer d'avoir un projet sportif et académique en France qui tenait la route. On n'était pas encore sport olympique à l'époque, donc c'était difficile. On voit quelques images de votre retour, je vous coupe, à Harvard avec des images de la PSA, un petit reportage qui vous était consacré pendant ce moment. Ça évoque quoi ces souvenirs après ce projet donc académique dont vous nous parliez? Ouais, c'est toujours un plaisir de revenir sur le campus. Beaucoup de souvenirs. Ma vie a beaucoup changé depuis que je suis parti là-bas. J'ai rencontré ma copine. Maintenant, tous mes coéquipiers d'équipe, quand je pars en compétition, je peux toujours en trouver un peu partout dans le monde. Donc voilà, là on va à New York, on part à New York, donc c'est vraiment l'opportunité de revoir tout le monde. Mais oui, je disais, moi quand je suis parti aux États-Unis, j'avais vraiment pour but que 4 ans plus tard, je serais joueur professionnel et que c'était vraiment un moyen de faire mon cursus universitaire et de trouver cet équilibre entre les études et le sport. C'était vraiment important dans mon éducation et familiale de faire des études et de ne pas être joueur professionnel à 18 ans. Et puis, je pense pas lui avoir déjà dit, mais Mélissa comme Marie-Stéphane, qui sont allées à peine, m'ont quand même beaucoup aidé dans cette volonté à partir aux US, en me disant que c'était possible. Il y a des Français et des Françaises qui sont partis là-bas. Je pense que Mélissa a été une des premières et du coup, ça m'a quand même ouvert la voie. Et Eric, vous, l'ancien prof de PS, j'imagine que ce double projet, ça doit non seulement vous parler, mais c'est pour la maturité du champion à venir, c'est quelque chose qui doit être important. Ah oui, c'est quelque chose qu'on porte au niveau de la Fédé, c'est vraiment ce double projet. Donc on essaye d'accompagner les joueurs de haut niveau au mieux dans un parcours socio-professionnel, voire scolaire quand ils sont plus jeunes. Et oui, c'est vraiment très important. Ouais. Je me permets, tant que je vous tiens, de raccrocher un petit peu les wagons de ces étudiants qui deviennent champions en revenant sur le sportif. 4 ans donc de présence pour vous. Comment vous avez vu évoluer ces deux joueurs précisément, l'un qui a grandi sportivement dans cet intervalle de 4 ans, une qui était déjà aux affaires mais qui s'est étoffée au point d'obtenir son meilleur classement aujourd'hui. Comment l'un et l'autre vous les voyez évoluer? Déjà avec une grande fierté, puisque oui, ils ont un parcours qui, depuis 4 ans que je suis arrivé, Victor était encore aux États-Unis, Mélissa avait un parcours un petit peu plus chaotique parce qu'elle passait par des blessures, etc. Donc c'était un peu compliqué de voir le plein potentiel de Mélissa. Mais là, sur les 4 ans à venir, c'est beaucoup de fierté pour un DTN d'avoir des fers de lance comme ça, autant chez les filles que chez les garçons. Je suis très fier de leur parcours. Et puis, ils représentent bien la France, donc c'est super pour la Fédé.
Il y a eu ce quart de finale à l'US il y a quelques années, 2021, si je regarde dans le rétro, Mélissa. Et cette consistance, aujourd'hui, vous la mettez sur quoi? La consistance sur l'année qui est plus présente, c'est vraiment uniquement les blessures ou il y a des choses qui ont changé? Je sais qu'après le confinement, vous avez beaucoup parlé de l'approche mentale, notamment de la discipline. Voilà, c'est un cocktail de tout ça? Oui, c'est vrai que moi, j'ai eu pas beaucoup de chance en début de ma carrière. J'ai eu beaucoup de blessures et des longues blessures, surtout lourdes, et puis qui laissent des traces mentales au final. Ça laisse sur le corps, mais au final, plus dans la tête. Heureusement, je l'ai réalisé à peu près cette année, que c'était aussi important pour le corps, mais la tête aussi qui était blessée, on va dire. Et de travailler là-dessus, ça m'a permis, en tout cas, jusqu'à maintenant, de ne pas me blesser. Et du coup, je vois tout de suite que j'atteins mon meilleur classement. Du bois, là. Ouais. Ou de la peau de singe, je suis pas loin. Je vois tout de suite que j'atteins mon meilleur classement et j'espère que ça va continuer parce que le niveau de jeu, nous, on s'entraîne tous les jours avec Victor, très dur. On sait, je pense, tous les deux de quoi on est capable. Après, on a tous envie d'être dans le top et il ne faut pas négliger tous les petits détails. Et je pense que c'était un détail qu'il fallait que j'aborde, que j'ai enfin travaillé. Et voilà, on voit que ça paye, comme vous le dites maintenant, le meilleur classement et j'espère l'augmenter très rapidement. Victor, de votre côté, ça fait, on va dire, 2-3 ans que vous faites partie du Gotha maintenant. Est-ce que l'enfant qu'on a vu tout à l'heure en photo aspirait à ces classements, à cette vie-là? Ouais, non, j'en rêvais déjà. J'en rêvais. Donc il serait fier de vous? Oui, bien sûr. J'ai toujours voulu aussi être numéro 1 mondial, donc il y a encore du chemin. Je suis content de là où je suis, mais je suis pas forcément satisfait encore. Il y a encore un long chemin. Et voilà, j'ai eu mon meilleur classement à date en 2023. Je suis un peu voilà, 7e mondial. Je suis un peu redescendu au classement, donc l'objectif c'est de revenir dans le top 8 mondial pour pouvoir ensuite viser plus haut. Vous étiez tous les deux présents avec vos équipes de France respectives en décembre dernier à Hong Kong. Les championnats du monde par équipe, on les a proposés à nos téléspectateurs sur Sport en France. On va faire un petit retour sur ces deux compétitions, à commencer par vous, Victor et les messieurs. On rappelle que les meilleures nations s'affrontent au meilleur des 3 matchs sur ce format-là, en mode bracket, en mode tableau. Avant la demi-finale, puisque vous avez eu la breloque, la 3e place, le bronze en tant que tête de série numéro 3. On y reviendra avec Eric, c'est le contrat qui semble rempli, en tout cas sur le papier. Avant la demi-finale, pas beaucoup de tests, on va dire. Vous franchissez ce tableau avec beaucoup de brio, 10 matchs et un seul jeu perdu. Il me semble 4 rencontres gagnées, un max de confiance, même sans top 50 affronté. Puis la route s'élève brutalement, évidemment, avec l'Égypte. D'ailleurs, parenthèse, Eric, est-ce que vous pouvez nous dire ce que représente l'Égypte chez les messieurs et peut-être encore plus chez ces dames aujourd'hui sur le circuit mondial? C'est un préambule qui me semble important peut-être. L'Égypte, c'est la meilleure nation du monde depuis de nombreuses années déjà. Donc c'est l'Everest qu'il faut sans arrêt franchir, gravir, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Donc voilà, je ne compte plus les joueurs qui sont dans le top 10 mondial, encore une fois chez les garçons et chez les filles, plus la relève, plus toute cette densité de joueurs qu'il faut battre à chaque match, à chaque compétition. Donc c'est notre challenge. Voilà, on n'est pas loin, mais voilà, c'est quand même la référence au niveau du squash. Avant, en tout cas, cette présence à Hong Kong, les Égyptiens remporté 6 des 7 dernières finales chez les hommes. On parlera des femmes tout à l'heure. Et vous avez donc la possibilité, parce qu'on peut considérer ça comme une opportunité, de les affronter en demi-finale. Et puis, vous ne faites pas que les regarder jouer parce que vous avez été à 2 points du match face à Ali Farag, le numéro 1 mondial. Alors, j'ai bien compris que Mélissa a dit « non, elle ne va pas lui en reparler, c'est pas possible ». On voit les images. Mais vous savez quoi? Pour changer la donne, on va vous demander de les commenter, ces quelques images que vous avez dû déjà débriefer avec votre staff perso, Victor. Évidemment, c'est un gros défi que de se lancer face à Farag, et pourtant vous menez 2-0. Ouais, non, mon staff a fait le boulot d'analyser ce match. Moi, je sais que c'est encore un peu dur de regarder les images. J'ai pas vu le match en entier encore. C'est vrai?
Bah ouais, ça a On été. vous passera la clé USB en sortant du stade. D'un côté- C'est que ça. D'un côté, je suis très fier d'être passé, d'avoir fait un si beau match. Je pense que, alors, faudra que je le regarde pour m'en. J'ai déjà dit que vous êtes passé à 2 points du match. Oui. Oui, d'accord. C'est gentil de le rappeler. Non, mais qu'est-ce qui vous a permis déjà d'entrer face à un ancien d'Harvard, tiens, comme vous, aussi bien dans cette rencontre? Et après, qu'est-ce que vous imaginez qu'il aurait pu être fait différemment pour boucler cette rencontre et lancer les Bleus? Ouais, bah déjà de jouer un ancien d'Harvard, Ali, c'est un des joueurs qui m'a inspiré le plus dans ma carrière. Du fait que je suis parti à Harvard et que je me suis dit que c'était possible de faire des études et devenir numéro mondial. Il l'a montré et il le montre aussi tous les jours. Lui aussi, il a son nom au cintre d'Harvard, là, dans la salle qu'on voyait tout à l'heure. On échange beaucoup aussi en dehors du cours, on est assez proches. Donc pour moi, ce qui était important quand je suis rentré sur ce match, c'est de vraiment qu'il n'y ait pas d'amis sur le terrain, que ce soit vraiment mon objectif, c'était d'aller chercher la victoire vraiment. Et puis c'est toujours un peu spécial quand on joue pour l'équipe de France. On est arrivé sur cette demi. Alors vous avez dit sans forcément avoir trop de difficultés avant, mais je pense que c'est parce que aussi on a fait le boulot pour finir rapidement nos matchs, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les éditions précédentes. Donc c'était une partie importante de notre championnat pour nous, de vraiment réussir de gagner nos premiers matchs avec la manière pour pouvoir arriver sur cette demi-finale frais et prêt à lancer. À lancer toutes nos armes et c'est ce que j'ai fait contre Ali. Je suis passé à 2 points du match, donc c'est très frustrant parce qu'on se dit que derrière, en menant un match à 0, les choses auraient pu être différentes, mais je me rapproche personnellement petit à petit de ce niveau et je suis assez fier de ce que j'ai produit et j'espère pouvoir amener la victoire pour l'équipe de France. Oui, parce que le Serail vous disait un peu en manque de match référent ces derniers temps, tout ça. Je pense que c'est une belle réponse et ça vous a amené le petit boost nécessaire pour la suite. Oui, alors ça reste une défaite. La victoire, on peut bien jouer. Après, ça reste à 2 points du match. Et il faut bien gagner des matchs pour que ça soit des matchs références. Mais j'en ai d'autres, des matchs références. Bien sûr. Je sais que je suis capable de jouer à ce niveau. J'ai déjà battu les meilleurs joueurs du circuit. Maintenant, il faut que je réussisse à retrouver une certaine régularité. Et la compétition est quand même très forte, se resserre beaucoup aujourd'hui entre les jeunes qui montent et les joueurs un peu plus expérimentés qui restent sur le circuit pour essayer de tenter les JO dans 3 ans. Donc voilà, je sais que j'ai les capacités et il faut réussir à être un peu plus régulier sur le tour. Les Bleus qui s'inclinent 2-1, la messe qui a été dite dès la défaite de Baptiste Mazotti, 24e mondial face à Mostafa Hassal, numéro 2 mondial lui aussi dans le deuxième match. Demi-finale et donc 3e place pour les hommes et un top 8 pour les femmes. Là aussi, Mélissa, on fera le bilan avec Eric dans quelques secondes. Mais avant cela, à la place qui vous était peut-être assignée. Alors, j'imagine qu'à l'instar de Victoire, quand on est compétitrice, on se dit qu'on aimerait faire plus haut, mais l'Égypte, vous, est arrivé dès les quarts de finale. Oui, voilà. Après un top 8 mondial, voilà, on est quand même content. C'est quand même un bon résultat, mais bien sûr qu'on veut beaucoup plus. L'objectif, c'est d'augmenter au classement pour éviter justement de jouer l'Égypte, nous, en quart de finale. Mais voilà, je pense qu'on est à la place qu'on méritait. On va nous bosser les filles pour augmenter nos classements respectifs, pour être mieux classés dans les seedings, pour pouvoir avoir peut-être des tableaux un peu moins difficiles que de prendre l'Égypte en quart, qui est la nation qui domine voilà, depuis des années. Parce que c'est le ranking moyen des 3 filles qui fait votre positionnement dans le bracket. Oui, les 4, c'est vrai qu'on... C'est ça qui détermine voilà, notre position. Les garçons qui sont tous un peu mieux classés que nous en moyenne ont pu être beaucoup mieux classés, éviter l'Égypte en quart. Et ils ont fait le travail, comme ils ont dit, en faisant des bons matchs avant et en arrivant sur cette demi très frais. Et donc on a pu assister vraiment à une belle bataille. Il me semble que Victor est passé à 2 points du match. Donc voilà, je me rappelle et c'était vraiment top. Et on a vibré avec eux vraiment. J'adore votre humour froid, Mélissa, c'est génial. Vraiment, on était à fond derrière on a vraiment rêvé de cette victoire et du coup, voir à quel point il était près du but, je suis absolument certaine qu'on verra
la victoire et qu'on pourra enfin parler du match référence, même si comme il dit, il en a plein. Mais c'était un super moment, en tout cas pour les filles comme pour les gars, de voir qu'ils n'étaient pas loin, tout simplement, pas loin du but, quoi. Comme il dit, à 1-0, ça change la donne beaucoup. Bien sûr, le momentum peut vaciller. J'entends pas nécessairement dans la bouche de Mélissa et Eric des regrets, je parle sous votre contrôle évidemment, Mélissa, sur cette place finale. De votre côté, quand vous tirez le bilan hommes et femmes, on le vulgarise en disant qu'on est dans les clous, le contrat est rempli. Est-ce que ça a été votre analyse aussi avec les différents managers, Thierry Lincou chez les messieurs et Yann Ménégo chez les dames? On y va toujours pour gagner de toute façon, même si, comme vous le dites, on est dans les clous. On y va pour gagner avec une vraie ambition et puis de vraies chances de pouvoir y parvenir. Même si, comme l'a très bien expliqué Mélissa, c'est un petit peu plus compliqué chez les filles puisqu'il y a une hétérogénéité de classement qui fait qu'on ne peut pas réellement en équipe concurrencer les meilleures nations. Mais chez les gars, c'est le cas. Et quand on y va pour gagner la médaille d'or. Et on a cette ambition-là, on la partage avec le staff, on la partage avec les joueurs. Et puis après, on tire les conclusions. Et au final, on partage un peu de frustration, comme l'a expliqué Victor. Mais on est dans les clous, on est à notre place, que ce soit top 4 chez les hommes ou top 8 chez les filles. Pour l'instant, collectivement, on est à notre place. Voilà. Et on va pouvoir maintenant se projeter sur des objectifs, si vous le voulez bien, après votre actualité, messieurs, dames, les champions, l'actualité de votre discipline de manière générale, et je peux vous assurer qu'elle est étoffée. La Fédération française de squash est à l'honneur autour de ce plateau. Mélissa Alves, Victor Crouin nous font l'amitié d'être avec nous, ainsi qu'Éric Silvestri, le directeur technique national de la Fédération, que je sollicite d'emblée. Eh ouais, Éric, parce que on a évoqué l'élite, mais de manière générale, est-ce que vous pouvez évoquer la santé du squash aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui se revendiquent pratiquants, je crois qu'il y en a plus de 200 000 dans l'Hexagone. Est-ce que ça se transforme au niveau des licences, des clubs, de la vie, de la discipline d'un point de vue fédéral? Comme toutes les autres fédérations, on a été freiné par la période du Covid, donc ça a été un petit peu compliqué. Donc là, on se relance en termes d'augmentation du nombre de licences. Oui, on est 20 000 licenciés, 200 000 pratiquants dans nos 250 clubs. Donc oui, la fédération se porte bien. C'est relativement stable? C'est relativement stable, c'est même en légère augmentation d'année en année. Donc on reprend un petit peu du poil de la bête, si j'ai envie de le dire comme ça. Est-ce qu'il résiste, ce sport, comme le tennis peut avoir du mal à le faire, à d'autres pratiques loisirs comme le padel, justement, comme des sports qui sont d'une forme de nouvelle vague? Est-ce que le squash arrive à résister? Et encore une fois, c'est comme tous les autres sports. La concurrence, c'est pas les autres sports, c'est les écrans télé, c'est les réseaux sociaux. Donc, par rapport aux nouveaux pratiquants, par rapport aux jeunes, par rapport aux scolaires, ce sont les réseaux qui sont nos concurrents. Mais je crois qu'on a une vraie complémentarité entre le squash, le paddle, le tennis, qui fait que nos clubs, généralement, organisent ces pratiques-là au sein de leur structure. Donc, c'est plutôt complémentaire. On parle des réseaux comme un concurrent. Ils seront un vecteur de notoriété important avec cette annonce, celle de l'arrivée au programme olympique d'été, j'en frissonne, des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028. Une grande première donc pour le squash. Bon, ça change tout, évidemment, Eric, de ce point de vue-là. Comment on se prépare à cette arrivée? J'ai plein de questions aussi pour nos champions autour de cette annonce, de cet événement. Mais déjà, vous, en tant que fédération, en tant qu'organe, qu'est-ce que ça change? On s'y prépare déjà par rapport au projet sportif, au projet de haut niveau. Finalement, nos principaux partenaires, que sont le ministère et que sont l'Agence nationale du sport, nous donnent plus de moyens, donc ce qui nous permet d'aller encore plus loin dans le détail du haut niveau, de bénéficier de préparateurs mentaux, de bénéficier d'un data scientist, d'accompagner peut-être un petit peu mieux nos joueurs, en tout cas d'essayer. Donc voilà, il y a tout un projet sportif, un projet de haut niveau sur l'objectif des Jeux Olympiques qui fait que
c'est très motivant pour tout le monde et ça dynamise tout le monde, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, mais jusqu'au niveau des clubs, jusqu'aux entraîneurs de clubs et jusqu'aux jeunes. Donc ça permet d'avoir un vrai focus du squash sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble des pratiquants. Victor, Mélissa, ouais, on peut le dire, vous êtes sur un cycle olympique. Et ouais, ça y est, vous êtes lancé sur un projet à long terme. Ça fait quoi de cette annonce et là, la manière de la concrétiser au quotidien, j'imagine, en s'adaptant avec cet objectif-là? Oui, bien sûr. Déjà, c'était une grande joie, presque quelque chose qui était dur à réaliser quand on a su que le squash était olympique. Personnellement, j'ai attendu que ça soit officiel, parce que quand c'était officieux, on s'est dit bon, on va attendre. Ouais, les rumeurs, ça peut faire très mal. Et puis ouais, non, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ma façon d'aborder ce cycle olympique, de repenser mes programmations de tournois et d'entraînement pour pouvoir vraiment penser à long terme sur un pic de forme au JO à LA. Je me suis rapproché d'athlètes olympiques aussi pour pouvoir voir comment ils fonctionnent et surtout des sports de raquettes. On a un circuit professionnel qui est très dense comme le tennis peut l'être. Et il faut Mais avec une autre temporalité, pas calendaire pour vous. Ouais, c'est plutôt calé sur les saisons, on va dire, d'école. Scolaire, ouais. Scolaire. Et donc essayer de faire un peu moins de tournois pour pouvoir avoir des phases de développement un peu plus longues. Voilà, après il y a les compétitions internationales auxquelles il faut aussi participer en plus du circuit professionnel. Et l'objectif vraiment, c'est vraiment l'objectif de carrière aujourd'hui, c'est de gagner cette médaille d'or historique au JO à LA. Parce que ce sera peut-être la dernière, donc on se bat pour essayer d'être aussi à Brisbane en 2032, mais il n'y a aucune garantie, donc pour nous on met les bouchées doubles pour pouvoir performer à LA dans 3 ans. Le karaté peut témoigner après avoir été à Tokyo pour un one-shot. Mélissa, je me permets cette question un peu intime et personnelle, mais est-ce que ça change aussi une deadline de carrière, vous qui êtes un peu plus âgé que Victor? Est-ce que c'est une perspective qui a rebattu les cartes? Oui, non, on se demande un peu toujours quand on fait carrière, c'est quand que j'arrêterai, quand est-ce que mon corps va me dire stop. Bon là, je dis pas que serait la fin sûre, mais c'est vrai que ça donnerait une belle note de fin des Jeux Olympiques. Tout comme Victor, moi j'ai attendu que ce soit officiel avant de vraiment pouvoir célébrer et me dire waouh, il y aura le squash au Jeux, et puis j'aurai de grandes chances d'y participer parce que c'est notre rêve en tant qu'athlète de pouvoir aller aux Jeux et de représenter la France. Mais je pense que oui, il y a beaucoup d'athlètes qui se sont dit je vais aux Jeux et puis ça s'arrête après. Mais après, on ne sait jamais. On voit que maintenant on arrive à jouer au squash, de faire du sport maintenant de plus en plus vieux, j'ai envie de dire. Mais voilà, il y a beaucoup d'athlètes qui jouent encore. On voit encore plein d'athlètes, même sport de raquette. Il y a encore Gaël, mon fils, qui a joué dans la nuit les 8e de finale Open d'Australie à 38 ans. Donc c'est sûr que on pourrait se dire que ça serait la note de fin, mais pourquoi pas plus au final? Parce que quand on joue et quand on y arrive, on a toujours envie de continuer. D'ici là, messieurs, dames, il faudra aussi briller sur les antennes de Sport en France, parce qu'en termes de visibilité, plus près de nous, il y a cet accord avec la PSA, le circuit, la fédération et Sport en France pour une diffusion des grands tournois, pour une diffusion de magazines, évidemment sur une antenne gratuite, et ce sera l'occasion de vous retrouver régulièrement, à défaut de pouvoir vous toucher, de vous avoir à nos côtés, on pourra vous voir en compétition. Vous en attendez quoi? On prend des notes, on va prendre connaissance de vos desiderata. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et puis oui, qu'est-ce que vous en attendez de cette visibilité accrue, l'un comme l'autre? Je crois que c'était un peu notre point faible dans notre sport et surtout en France, c'est ce peu de médiatisation qui ne permet pas de rendre le squash un peu plus accessible au plus grand nombre, de faire rêver les jeunes aussi. Et avec ce contrat, je pense que ça va pouvoir augmenter la médiatisation de notre sport. Et puis après, c'est à nous, les joueurs, de faire le boulot sur le terrain, de créer les émotions, les résultats pour que ça puisse être repris par toutes les chaînes françaises et que ça fasse le buzz sur les réseaux. Je pense qu'on a aussi hâte de voir le squash commenté en français, que ça permette de faire un peu de pédagogie et d'expliquer notre sport au plus grand nombre. Ah oui, le but c'est comme dit Victor, c'est de faire rêver les jeunes, c'est de leur montrer qu'on a la chance de jouer dans
dans les plus beaux sites du monde. On joue quand même à la gare de New York. Des fois, on joue en face des pyramides, sur la baie de Hong Kong. Enfin, on a la chance de voyager, de vivre de notre sport, de notre passion. Le but, c'est de transmettre des émotions. Et sur cette plateforme, je pense que on va pouvoir le voir, le plus grand nombre. Ça va être accessible, ça va être commenté en français, expliqué en français. Et puis, peut-être partager un peu notre quotidien, voir ce que ça représente. Voilà, une vie de sportif de haut niveau, d'un sport qui est peu médiatisé, peu connu. Et puis, l'objectif, c'est de partager, de transmettre des émotions sur Sport en France, que les gens puissent voir qu'on vit de notre sport, de notre passion et que c'est un beau sport surtout. Et vous me disiez hors antenne à quel point ça avait été difficile de voir des images dans votre adolescence, dans votre primage, quand vous avez découvert la discipline pour vous identifier un petit peu aussi à ces champions. On parle de vous comme champion maintenant, un défi donc dans cette année sur Sport en France. Qu'est-ce que vous avez, un tournoi, un adversaire à battre, Mélissa, qui vous tient à cœur là? Prochain objectif? Moi, j'aime beaucoup moi, je suis assez concentrée sur le classement. Augmenter mon classement, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que du coup, ça peut aider aussi, comme on dit, les équipes. Ça peut aider à ce qu'on soit mieux classé en tant que nation. Donc, moi, je suis très concentrée sur le classement parce que ça montre aussi la constance, la régularité. Et c'est ce que j'aimerais améliorer dans mon jeu. Donc voilà, je suis 18. L'objectif, c'est de se rapprocher le plus vite du top 10 mondial. En tout cas, c'est l'objectif pour moi. Et puis, essayer de ramener une médaille cette année avec l'équipe de France au championnat d'Europe. C'est noté. Victor, de votre côté? Je pense que comme Mélissa l'a dit, le classement pour nous, c'est quand même très important. Donc revenir dans le top 10 et le top 8 mondial. Mais à part ça, je sais que moi, ça me tient aussi à cœur de tout ce qui est compétition internationale, que ce soit le championnat de France, international et national, championnat de France, championnat d'Europe, individuel par équipe. Il y a les Jeux mondiaux cet été aussi, qui sont un peu les Jeux olympiques des sports non olympiques. Bien sûr. Donc voilà, c'est des titres qui me tiennent à cœur, que j'ai réussi à glaner les années précédentes. Et donc je vais essayer de défendre ces titres de la meilleure manière. Et on va vous retrouver très très vite donc pour C'est France, l'un des premiers rendez-vous de cette année civile 2025 sur l'antenne de Sport en France. On aura plaisir à vous retrouver sur l'appli aussi, comme ce numéro du club. Car oui, il est déjà temps de se quitter. Mélissa, Victor, Eric, merci d'avoir été avec nous faire partager votre passion, votre métier également, et en savoir plus sur cette discipline vraiment incroyable. Je remercie de mon côté également en régie les équipes autour de Pierre à la réalisation, Nolan au cadre, Clément au son, et puis on n'oublie pas Sandrine qui était là aussi en coulisses au maquillage pour nous rendre mieux, meilleur, plus beau, présentable en tout cas. Voilà, on va y arriver. Merci à toutes et à tous et on se retrouve très vite pour un nouvel opus du club. Bye bye.